Masolo Yamboka, Masolo Yamboka. La République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur l'impérieuse nécessité de l'élargissement de l'accès pour tous aux services de base en 2024, facteurs inhérents à la vie politique et à la sécurité nationale, qui ont eu un incident accru sur la mobilisation des financements au profit de l'implémentation de son programme d'investissement prioritaire. On ne savait pas qu'un jour on allait avoir un courant stable comme ça. Et surtout à l'aéroport ici, on ne s'attendait même pas. Oui, mais quand on a un courant, ça passe. Maintenant, toujours un courant, 24 heures sur 24 heures, le courant est efficace. Avant, on sert à ça la centrale solaire, on a 4 aéroports, il y avait vraiment des difficultés. Le courant, ils allaient qui vraiment moins passé. Ils allaient qui 24 heures sur 24 heures, et puis la sécurité, mais pour l'instant, vraiment, sécurité, la lumière et ça là-bas. Mais nous avons vu sur le reportage qu'il y a plutôt de panneaux solaires. Est-ce que vous pouvez nous dire quel travail vous faites et quelles sont les technologies que vous utilisez pour être sûr que vous donnez de l'électricité là où les populations en ont besoin et là où la SNEL n'a pas peut-être des bras longs? Nous opérons essentiellement là où la SNEL n'est pas, mais là où elle est, on essaye d'avoir quand même un cadre de collaboration. Alors, on va donner la parole au président du conseil d'administration qui aura évidemment des éléments complémentaires à apporter. Est-ce que toutes les 26 provinces, parce que vous avez une stratégie territoire par territoire, est-ce que vous avez des projets dans chacune de nos 26 provinces? Et est-ce que les Congolais, par où l'ONCER travaille, se disent contents de voir les résultats de ce que vous faites? Pourquoi cette emphase sur les services énergétiques? Donc, c'est les milieux ruraux et périurbains, parce que vous voyez même la configuration de nos provinces, et vous verrez que certains chefs-lieux ont plus les milieux ruraux et périurbains. Donc, l'État n'a pas voulu perdre la main, l'État voulait intervenir dans ce lieu-là, où il pouvait susciter l'intérêt des privés. Voilà pourquoi ANSER a été créé. Il a double mission, celle de promouvoir l'électrification, mais aussi de financer l'électrification. Alors, tout ça, les ANSER devraient justement pouvoir faciliter l'intérêt, susciter l'intérêt des privés dans ces zones-là, en menant certaines actions de promotion, notamment, comme M. le DG l'a dit. Donc, on a mis d'abord beaucoup de temps dans la planification, dans une approche bottom-up, donc une approche partant des territoires, partant de leurs besoins, pour sortir les plans locaux d'électrification, PLE, et assorti d'un programme d'investissement sur les 5 premières années. En réalité, c'était 2021-2025, et ça a été revu en 2022, parce que le temps de mettre tous les outils de gestion, que ce soit des projets même du personnel en place, et ces programmes d'investissement n'a pu commencer que vers fin 2023. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, voilà pourquoi on est à 65 projets, nonobstant certaines difficultés. Alors, les ressources d'ANSER viennent essentiellement de dotations budgétaires annuelles de l'État, de ressources propres, nées de la parafiscalité, parce que l'État, dans les ressources, pour donner les moyens à l'ANSER de pouvoir financer l'électrification, susciter l'intérêt d'électrification dans les milieux ruraux et périurbains, donc il lui a doté certaines particularités qui sont dans le secteur de l'électricité, des hydrocarbures et même de l'environnement. Et donc, ANSER mobilise les ressources financières et aussi, il y a les partenaires, donc les fonds de multi-bailleurs, mais il y a aussi des dons et legs. Donc voilà pourquoi, dans par rapport à ce que nous faisons, nous sommes une agence de promotion, mais nous sommes en réalité aussi un fonds, parce que nous avons l'argent pour pouvoir susciter les développements. Alors, un élément important, c'est qu'on est dans les milieux où il y a des revenus sont faibles. Ou si vous n'apportez que l'électricité pour éclairer les ampoules, vous n'avez rien fait parce que les privés ne viendraient pas.
parce que le privé, pour développer un projet d'électrification, a besoin au départ d'avoir des PPA, donc les contrats d'achat d'électricité, pour vraiment sécuriser son investissement. Mais dans ces milieux-là, vous ne trouverez pas ça. Voilà pourquoi l'État a donné des moyens à Anser pour pouvoir justement développer ces projets, susciter l'intérêt d'électrification donc au privé. Alors, service énergétique, c'est une dimension importante parce que si on fait comme d'habitude, business as usual, on ne va pas aboutir au même résultat. Et comme l'État-providence est déjà aussi dévolu, il est important qu'on puisse organiser pour que cette population-là, à partir du produit électricité, soit en mesure de créer des revenus pour faire face elle-même au coût de l'électrification. Parce que l'électricité a un coût. Et donc, ce n'est pas gratis. Donc, ça a un coût. Voilà pourquoi même dans notre approche, on produit de l'électricité au moins de coûts possible. Mais aussi, on accompagne les privés à travers certaines dispositions. Notamment, il y a le fonds Mwinda qui est aussi fait pour pouvoir minimiser les risques des privés et l'attirer davantage. Voilà pourquoi nous, dans notre argot, on dit, même dans les terres arides, la verdure peut croître, parce qu'avec tout ce que nous faisons comme action, et donc ça commence à attirer davantage les privés dans ces milieux-là. Alors donc, par rapport à l'organisation, nous sommes dans l'approche du développement des projets. Voilà pourquoi dans un premier temps, on a circonscrit le pays en 6 poules. Vous avez les poules ouest, où nous avons Kinshasa, l'ancien Grand Bandundu et le Congo central. Et donc vous avez les poules Équateur, où vous avez Grand Équateur, où vous avez toutes les provinces de l'ancienne province de l'Équateur. Vous avez les poules Est, avec les Nord, les Sud Kivu et les Tanganyika pour faciliter des communications et les Maniema aussi. Donc vous avez les poules Grand Katanga avec les Haut-Katanga, les Lualaba et les deux. Et puis vous avez les poules, les grands poules, c'est les poules Grand Katanga et Grand Kassai qui, lui, a eu, par rapport à certaines approches où on a développé plusieurs projets, mais les poules Grand Katanga comprend tous les grands Kassai, donc les Sankourou et tous les restes. Alors ça nous permet justement de pouvoir, parce que dans ces poules-là, on a les coordonnateurs des poules provinciaux, parce qu'en réalité aussi, Anser sert de conseiller de nos provinces, parce que nos provinces peuvent au jour d'aujourd'hui, à travers Anser, pour développer des projets d'électrification et obtenir aussi l'encadrement d'Anser dans la mise en œuvre des projets. Donc je pense que je peux m'arrêter à ce niveau. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur Camille Kabasele. On a commencé par les grands Bandundu, Bongayasa, Ipamu. Aujourd'hui, dans le Grand Kassai, nous avons... Bongayasa, Ipamu, c'est dans quel territoire pour nous permettre d'avoir une vue géographique du dossier? En tout cas, c'est de l'Okwilu, le Grand Bandundu. Bongayasa, Ipamu, je ne peux pas vous donner la précision, le nom du territoire, mais en tout cas, c'est même beaucoup plus... En disant Bongayasa, c'est même beaucoup plus précis. Le territoire d'Idiofa. Voilà. Nous avons électrifié Lumumba-Ville dans le Sankourou. Aujourd'hui, Lumumba-Ville est électrifiée. Au-delà de l'éclairage public, il y a une centrale à Tchumbe, il y a une centrale à Wembonyama, une centrale à Lubefu, Lusambo. Et aujourd'hui, dans le Grand Kassai, au niveau de Kananga, je pense que vous venez de voir les images que nous avons projetées. À Tanganyika, au niveau de Kongolo, et puis quand vous allez à l'équateur, à Bassan Koussou et à Bongandanga, donc il y a une vingtaine de projets déjà terminés. Je vous invite vivement à prendre nos rapports annuels qu'on a ramenés ou aller sur notre site internet. Vous pouvez en tout cas accéder aux données précises en rapport avec tous les projets qui ont été réalisés. C'était prévu que vous puissiez mobiliser combien de fonds et vous avez pu investir combien? Et pour plus de lisibilité, la libéralisation du secteur de l'électricité, c'est depuis 2014. Et on voit qu'il y a très peu de privés dans les secteurs. Nous avons, pour les 5 ans, mobilisé plus ou moins 50 millions de dollars qui sont la dotation de l'État congolais.
Et c'est avec ces 50 millions de dollars, effectivement, que nous avons réalisé tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire 65 projets qui sont en cours, dont 22 terminés. Et les 43 restants, le taux d'avancement, c'est plus ou moins de 60%. C'est avec la dotation de l'État. La deuxième chose, par rapport à la puissance qui devait être développée, nous avions, nous, planifié, en tout cas, pour la première année, de pouvoir développer plus ou moins 700 mégawatts, mais nous en avons produit avec précision 38 mégawatts. Les 38 mégawatts, c'est effectivement en rapport avec tous les projets réalisés que je viens d'évoquer tout à l'heure. Et je profite effectivement pour pouvoir donner les targets que nous avons dans les 5 ans qui vont venir. Dans les 5 ans qui vont venir, nous pensons atteindre 8000 mégawatts. Mais c'est clair que c'est un énorme défi qui ne dépend pas que de Anser, mais nous avons toutes les capacités techniques et stratégiques qui peuvent nous permettre de pouvoir atteindre l'objectif. On peut encore revenir sur ça. Et effectivement, d'ici 2030, il faudrait, de manière globale, pour l'ensemble du pays, avec tous les programmes compacts énergétiques qui arrivent, on parle en termes de 40 milliards, mais en réalité, pour nous, par rapport au public, il faudrait mobiliser plus ou moins 5 milliards de dollars dans les 5 ans à venir. C'est un réel défi par rapport à notre gouvernement et par rapport à notre capacité de mobiliser les partenariats internationaux. Alors, la question sur les privés, ça c'est une très bonne question. Le secteur a été libéralisé depuis 2014, mais vous allez voir que les 5 dernières années, il n'y a eu que 20 titres qui ont été donnés aux entreprises pour pouvoir opérer. Hein, c'est un défi réel à relever sur la lourdeur administrative. Ce sont des structures jeunes, effectivement, nous et l'ARE. Il est question de pouvoir booster, d'une certaine manière, le fonctionnement pour que nous puissions atteindre, en tout cas, un nombre plus élevé des opérateurs privés. Nous participons beaucoup à des forats internationaux. Nous rencontrons beaucoup de privés qui sont intéressés, évidemment, à venir au Congo parce que le Congo, c'est un grand marché. Je vous disais que dans les zones rurales et périurbaines où vivent 80 millions de nos concitoyens, le taux, c'est seulement 1%. Et tout ce que vous avez, ce que vous connaissez comme ressources qui attirent les investisseurs privés se trouve dans les zones rurales et périurbaines. Ce qui fait qu'il y a un grand intérêt. Chaque fois que nous participons à ces forats, nous sommes approchés, nous faisons des démarches, mais nous sommes approchés par ces gens. Ce qui arrive, c'est que nous avons ce qu'on appelle, on a construit ce qu'on appelle le guide de l'investisseur dans notre secteur. On sait comment on l'accueille, on essaye d'identifier ses besoins. On essaye de voir quels peuvent être les goulots d'étranglement et nous l'accompagnons. Nous sommes un établissement public. Si lui doit obtenir un titre auprès de l'ARE, c'est une structure sœur. Donc, on a des passerelles beaucoup plus faciles. S'il faudrait qu'il obtienne un agrément au niveau du secrétariat général, nous sommes un établissement public, on a des passerelles beaucoup plus faciles. Donc, au travers de ce guide, nous avons mis en place des mécanismes pour faciliter les investisseurs privés qui arrivent. Et je voudrais vous garantir qu'il y en a beaucoup. Nous avons signé au mois de mars à Berlin un contrat avec la société GOF pour développer des centrales dans à peu près 200 villages pour un montant de 150 millions de dollars. On a signé un protocole d'accord avec la société Angélique pour aussi plus ou moins le même montant. Et il y a beaucoup d'expressions, en tout cas d'intérêt des privés dans ce sens-là. Et nous mettons en place ce mécanisme pour pouvoir les accompagner. Nous espérons vivement qu'avec tout ce qui se met en place pour pouvoir fluidifier l'administration, nous pouvons arriver, en tout cas d'ici 2030, à augmenter ce taux des privés. Monsieur le directeur général adjoint, la population, qu'elle soit rurale ou urbaine, a droit à l'électricité, mais où des groupes armés exercent leur autorité. Je prends le cas de Goma. Nous avons nos bureaux à Goma. Tout à l'heure, le PCA vous a dit que nous sommes organisés en termes de pôle. Et notre pôle au Grand Est a un bon bureau avec du personnel à Goma. Au moment où je vous parle, ils ne travaillent pas. Ils ne peuvent pas travailler pour les raisons que vous comprenez. Ils ne sont pas en sécurité. Alors, nous venons récemment de recruter un nouveau coordonnateur pour la zone et il va se positionner à Kindu. Parce qu'on ne peut pas non plus laisser la zone comme ça. Donc, il va se positionner à Kindu où il va travailler beaucoup sur Maniema, évidemment, le temps que les choses puissent se régulariser. Donc, voilà. Mais sinon, nous avons un bureau à Goma. Nous opérons à partir de Goma. Nous avons la facilité d'atteindre tous les autres points du Grand Est. Pour les autres défis,
il y a plusieurs défis que nous avons. Des défis, par exemple, de logistique. Vous savez, lorsqu'on construisait la centrale de Bongayasa, on a ramené des panneaux par route, mais 20% des panneaux ont été cassés à l'arrivée. Donc c'est très difficile. Et par rapport à ça, nous avons même fait des démarches pour rencontrer nos frères de Foner, nos frères de l'Office des routes. C'est pour voir comment est-ce qu'il est possible, dans leur planification, de positionner déjà les axes qui concernent nos projets. Ça facilite en fait l'acheminement des équipements. Pour Tchoumbe, Lodja et Lumumba-Ville, on a dû acheminer du matériel par avion. Ça coûte plus cher. Et vous savez, quand le coût de logistique et tout ça coûte cher, ça a une incidence sur le prix du kilowattheure que paiera la population. Donc la route, c'est un énorme défi. Un deuxième défi déterminant, c'est clair que le défi, le grand boulot d'étranglement, c'est le boulot d'étranglement financier. Je viens de vous dire que c'est seulement 50 millions de dollars qui nous ont permis de faire ce qu'on fait. Si on fait une moyenne, c'est 10 millions qu'on reçoit chaque année du gouvernement pour faire ce qu'on a à faire. Mais par rapport au target à atteindre, nous sommes vraiment dans une démarche de sensibilisation assez active du gouvernement pour qu'ensemble, nous puissions trouver des mécanismes qui peuvent nous aider à pouvoir surpasser ce boulot d'étranglement. Voici les difficultés que nous avons, mais nous avons la foi que les choses sont en train de se régler et que nous allons reprendre normalement la vie à Goma et ailleurs. Voilà, merci. En attendant de prendre la question de Tite Lyongi, donc nous avons Inga, qui a le potentiel qui est celui-là. Mais Inga, même si on les développe, ce ne sera pas la source de production, ce n'est pas la seule source de production d'électricité que nous avons. Nous avons tant de rivières, nous avons du vent, nous avons du soleil. Et nous avons des populations dans des milieux justement ruraux et périurbains qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, Anser a été créé spécifiquement pour profiter de ces potentiels naturels que nous avons, pour produire de l'électricité et donner du courant à des Congolais partout où ils se trouvent. En attendant, évidemment, que la SNEL ou que nous puissions développer Inga dans ces trois phases. Mais quels que soient les développements qu'on peut faire de Inga, ce que nous devons retenir, c'est qu'à travers cette agence spécialisée, nous voulons nous assurer que tous les autres potentiels de production en électricité, même petits, puissent servir à donner de l'électricité à nos populations environnantes. Parce que point n'est besoin de vous rappeler que sans électricité, on ne peut pas penser développement. Monsieur Tite Lyongi, allez-y pour votre question. Ou un projet sur la construction d'une centrale de 12 MW, microcentrale bien évidemment, population congolaise, où vous en êtes par rapport à la construction de ces centrales? La première question, c'est la fiche technique du projet de la centrale hydroélectrique de Mbombo. En quelques mots, nous avons, cette centrale est prévue pour produire 19 MW que nous pensons réaliser, comme vous le dites, en 24 mois. Pourquoi 24 mois? Parfois, ça surprend. Si vous allez à Mbujimaï, dans le territoire de Miabi, il y a les Chinois qui ont construit la centrale de Tubitubidi. Ils l'avaient construite spécialement pour exploiter le diamant dans la zone. Et cette centrale, qui est de plus ou moins 12 MW, a été construite en 16 mois. Et c'est d'ailleurs les mêmes Chinois, par rapport à leur expertise dans la zone, c'est les mêmes Chinois que nous sommes en train, en tout cas, d'utiliser pour la centrale de Mbombo. Je disais qu'elle a 19 MW en puissance installée et 24 mois. Et c'est pour desservir non seulement une partie de la population de Kananga, mais c'est surtout les zones rurales et périurbaines. La ville de Kananga a 5 communes, mais vous savez, il y a des communes, elle a au moins 4 communes rurales ou périurbaines. Ce qui fait que notre centrale permettra à la fin de desservir toutes ces communes. Vous savez, la ligne Inga-Kolwezi traverse le Kassai, mais les gens qui sont là n'ont pas d'électricité. Et nous, on ne veut pas que ces choses se reprennent. On tire une ligne sur la Louloua, on l'amène à Kananga, et tous ces villages que nous traversons, Chibambula, Konko et consorts, n'ont pas d'électricité. Non. Nous allons privilégier effectivement ces zones-là, mais on pense quand même desservir une bonne partie à Kananga au travers évidemment de notre collaboration avec la SNEL. La deuxième chose, Anser est en train de penser à la gestion. Je pense qu'on parle du même projet, alors que ce n'est pas notre boulot. Oui, tout à l'heure, le PCA vous a rappelé aussi que le secteur a été libéralisé. Nous travaillons pour
booster le secteur privé. Aujourd'hui, je vous disais que du gouvernement, nous avons reçu 50 millions, mais ça nous permet, nous, de pouvoir identifier des partenaires privés qui ramènent 10 fois ou 20 plus que ça. Et c'est ça qui motive aussi le fait qu'il faut booster le secteur privé. Pour la centrale de Mbombo, il y a des privés qui sont positionnés. Il y a des privés, il y a des fonds privés qui sont dedans, mais il y a aussi des fonds publics que nous voulons. Nous aimerions bien que cette centrale, qui est très stratégique pour cette province, qui est plutôt le concept de PPP, le partenariat public-privé. Les privés sont là, mais l'État est là aussi. Ça permet de pouvoir contrôler un peu le privé, se rassurer que tout se passe dans des bonnes conditions. Donc ici, ce n'est pas nous qui allons gérer. On n'a pas la mission de gérer. Ce sont des privés qui vont gérer cette centrale. Et nous encourageons beaucoup, même les provinces, à pouvoir créer des sociétés provinciales d'électricité, comme la SNEL, mais ce sont des SNEL créées par les provinces, ce qui est le cas par exemple de le Congo central aujourd'hui. Il y a la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central qui ont mis en place une sorte de société pour gérer tout ce qui est source d'énergie dans la zone. Donc effectivement, nous, on ne va pas gérer, mais nous avons des privés qui vont se positionner, mais tout est réglementé. Nous sommes là quand même pour le contrôle, que ce soit pendant la construction ou que ce soit pendant la période d'exploitation et de gestion. Une autre question, c'est que faire si la centrale est en panne? Vous savez, pour que lorsque nous, on construit des centrales et qu'il y a un privé qui doit se positionner, il présente un business plan. Pas seulement un business plan, mais il présente aussi un plan de gestion de la centrale, un plan de maintenance et tout ça. Ce sont tous ces facteurs, et puis la capacité financière. Ce sont tous ces facteurs qui peuvent être déterminants pour dire oui, cet opérateur est crédible ou pas. Donc, un privé qui vient pour gérer la centrale, il y a un plan de maintenance qui est contenu, qui est dans le dossier en fait qu'il est en train de présenter. Et puis, comme je vous dis, Anser a une direction technique très développée avec une expertise de haut niveau. Ça nous permet de mettre en place aussi un plan de suivi, sans pour autant entrer dans la gestion. Cela pour nous rassurer que tout se passe bien. Dans tous nos projets, regardez le niveau de contrôle. Le premier contrôle, c'est que nous avons des directeurs provinciaux, des pôles. Dans le Grand Kasaï, où se trouve ce projet, il y a un directeur provincial. C'est un élément de contrôle. Nous avons des DPO, des délégués à pied d'œuvre, qui sont dans la région, qui est un agent en serre. Nous engageons toujours des cabinets conseils. Eux, ils sont même pendant le processus pour faire respecter le cahier des charges. Dès qu'il y a une erreur, tout de suite, ça se corrige. Avant de valider les factures et qu'on puisse payer, il faut que tout se passe selon les normes. Il y a le bureau conseil. Au sein de la société elle-même, on se rassure aussi qu'ils ont un dispositif qui permet de contrôler tout ça, pour nous rassurer qu'à la fin, nous avons une unité qui correspond exactement au cahier des charges. Mix énergétique, oui, nous sommes dans ça tout à l'heure. Je répondais à la question de son Excellence en disant que nous sommes dans toutes les technologies propres. C'est vrai que toutes nos centrales solaires, nous avons toujours un backup en thermique, mais pas beaucoup. C'est juste pour intervenir dans le cas où il y a un souci. Mais nous privilégions tout ce qui est énergie propre. Le solaire, l'hydroélectricité, le soutirage. Aujourd'hui, quand on parle avec la SNEL, c'est qu'on soutire à certains endroits sous les lignes de la SNEL pour desservir. Et puis les éoliennes, c'est bien parce que le problème, c'est qu'au Congo, il n'y a pas tellement d'endroits où on peut développer les éoliennes. On n'a pas encore développé aussi en serre la filière éolienne, mais on a développé la filière biogaz. J'ai parlé des déchets. Donc, il y a des centrales solaires et des centrales hydroélectriques qui vont se connecter, qui vont s'interconnecter à un moment donné, mais généralement, c'est aussi en fonction des besoins qu'il y a. Vous arrivez tout à l'heure, je vous disais par rapport à nos plans locaux d'électrification, la stratégie de Bongandanga n'est pas la même que la stratégie du côté de Lumumba-Ville. Parce que vous arriverez par exemple à Bongandanga où vous n'avez pas de rivière, mais vous avez un grand espace pour le solaire. Mais vous arrivez sur un site où vous avez une rivière, mais qui n'a pas un grand potentiel, mais vous avez aussi de l'espace. On peut faire les deux pour mixer et augmenter la capacité en fonction de la demande actuelle et à venir. Et la toute dernière question, oui, vous avez évoqué la question du crédit carbone. Nous sommes dans des pourparlers avec la VPM de l'environnement, parce que on a 10 actes pour les redevances lancières, nous avons réussi à activer que 2. Mais parmi ces actes, il y a aussi une taxe sur le carbone pour laquelle nous avons droit à une certaine quotité et nous sommes dans des négociations avec le ministère de l'Environnement pour voir comment capter ces fonds.
c'est clair que nous avons même engagé un consultant qui aujourd'hui nous accompagne dans la compréhension et de l'implémentation d'une stratégie carbone. Toutes nos centrales sont propres. C'est des kilowattheures qui sont propres. Lorsqu'on construit une centrale solaire hydroélectrique ou une centrale à biogaz, il y a des millions de tonnes de carbone qui sont évitées. C'est des millions de tonnes de carbone qu'on peut faire valoriser à différents niveaux pour capter des moyens financiers. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de nous faire accompagner pour arriver à capter cela. Voilà, c'était une question intéressante parce que nous parlions de barrage de Mbombo et des Katende. Nous sommes dans la province du Kasaï central. Katende, c'est le grand, qui regarde les opérateurs économiques, les grands de consommation urbaine, et Mbombo, qui regarde les milieux ruraux, qui va permettre de faire cette couverture. Et donc, pour le président de la République et le gouvernement, c'est la combinaison de ces éléments qui peut nous permettre de nous assurer que les Congolais, partout où ils se trouvent, ont accès à l'électricité. Les 22 projets sont terminés et même des connexions sont faites. Et nous sommes dans une période de test. Tous les IPC construisent pour nous donnent quand même une année de garantie. Et nous, pendant cette année, nous devrons tester l'entièreté du système. Et nous, on va plus loin, même tester le modèle économique. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas opérationnaliser cela conformément à la loi? En serre, la loi ne lui donne pas le droit de gérer les centrales. Nous construisons, mais nous avons la mission de coordonner la gestion et l'exploitation des centrales. Mais en réalité, l'entité qui est chargée de pouvoir identifier une société privée pour la gestion, c'est notre structure sœur, l'ARE, l'autorité de régulation. Donc c'est elle qui est censée le faire. Mais il faut aussi reconnaître que la loi est très ambiguë sur toutes ces questions. Vous imaginez, on nous dit à nous, nous avons la responsabilité de coordonner la gestion et l'exploitation, mais c'est l'ARE qui doit devoir recruter le gestionnaire. En même temps, il y a des processus que l'ARE doit respecter, des processus de droit. Nous sommes deux structures jeunes et nous sommes vraiment en train de nous positionner et de nous stabiliser. Et ça crée quand même un vide. Hein. Il y a comme un vide qui ne nous permet pas légalement de lancer la gestion. C'est ainsi que nous avons finalement saisi notre ministre de tutelle. Hein. Au moment où nous parlons, ce dossier est sur sa table. Il est en train de travailler sur ça pour voir dans quelle mesure on peut décanter cette situation pour que finalement les centrales puissent être accessibles au privé et que la gestion devienne normale. Pour le moment, nous avons mis en place un mécanisme qui nous permet quand même de pouvoir contrôler tout ça, mais à la longue, ça risque de poser des problèmes parce que toutes ces centrales, si elles ne sont pas exploitées, elles sont exposées au risque de vandalisme. Ça, on en a vécu, nous, 2 fois. Et puis, il y a aussi la difficulté de l'amortissement. Vous savez, une centrale solaire, vous avez des panneaux qui ont une durée de vie de 25 ans, des batteries, c'est entre 5 et 7 ans, mais il y a des centrales qu'on a terminées, ça fait déjà 1 an. Ça veut dire que la batterie est déjà amortie au moins pour 1 an. Donc il y a une urgence et je pense que notre ministre de tutelle prend ça très au sérieux et des solutions très rapides seront prises dans les jours à venir. Alors, pour le financement, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à pouvoir atteindre nos targets alors que nous avons quand même le financement? Je vais vous donner quelques chiffres et c'est un défi à pouvoir relever. J'en ai donné déjà quelques-uns tout à l'heure. J'ai dit que les 5 dernières années, nous avons reçu 50 millions du gouvernement. N'oubliez pas qu'on est en guerre aussi. Les prévisions que nous on a faites la première année étaient de 750 millions de dollars pour les 5 ans à venir, pour les 5 ans depuis 2020, mais c'est 50 millions qu'on a pu avoir au niveau de l'État. Quelle est la difficulté qu'on a parfois lors de la mobilisation des investissements privés? Il y en a des gens qui prennent de risques, qui viennent quand même. La difficulté est que les gens veulent voir qu'est-ce qui est mis sur la table par l'État pour voir dans quelle mesure eux aussi venir. Et une autre difficulté, c'est effectivement toute cette situation globale qui fait que parfois les privés hésitent. Ici, l'État, 50 millions de dollars pendant 5 ans, 10 millions par année, c'est très peu. Les redevances que nous recevons au jour d'aujourd'hui
nous n'avons pas encore activé toutes les redevances. Il y en a encore 8 à activer, mais ce sont des démarches, c'est un combat des titans, parce qu'il faut convaincre les ministres. C'est une démarche énorme qu'on doit faire. Pour l'instant, il n'y en a que 2, et je peux vous dire que si je fais la somme de ce qu'on reçoit dans l'année, ça ne dépasse pas 10 millions l'année. Alors, il y a un effort que nous devons faire ensemble du côté du gouvernement, mais aussi un grand travail que nous devons continuer à faire pour mobiliser le secteur privé afin qu'il vienne pallier en fait pas à nos failles, mais en tout cas à notre déficit sur le plan financier. Troisième question, les projets phares. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Vous avez vu le projet de Kananga, des témoignages. C'est exactement la même chose quand vous allez à Bongayasa, exactement la même chose si vous allez à Tchumbe, Lumumba-Ville, à Ngandajika, la même chose si vous allez à Bassankusu, à Bongandanga. C'est exactement le même modèle, avec le même impact. Mais lorsque cette situation sera réglée, celle de l'opérationnalisation, ça nous permet alors en ce moment-là d'atteindre tout le monde. Je vous donne un chiffre. Lorsque nous avons, les toutes premières années, nous avions... la capacité, en tout cas, de desserte était pour 95 125 ménages, pour les 38 mégawatts qu'on a. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore connecté les 95 000, mais nous avons la capacité de les connecter. On a connecté quelques-uns pour le test de nos centrales, mais on a la capacité de les connecter, mais on n'a pas encore fait totalement, parce qu'il faut que ce goulot d'étranglement puisse être réglé, et j'ai la foi que ça va se régler très vite. Bien sûr que ça va se régler vite, parce que c'est justement l'un des points sur lequel nous nous penchons au niveau du gouvernement, parce que nous considérons que donner de l'électricité aux Congolais à la base, c'est permettre justement, par exemple, de conserver ce que l'on peut produire et de nous assurer que nous prenons des initiatives. On a vu tout à l'heure dans les reportages des populations qui sont aux environs de l'aéroport de Kananga qui peuvent aujourd'hui bénéficier de tous les avantages liés à ces secteurs. Nous aurons sûrement l'occasion de revenir dans un prochain exercice avec le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, avec lesquels nous avons déjà discuté sur le sujet, et on aura l'occasion de faire le point. Ici, c'est qu'on sert Boudi démontre justement l'engagement du gouvernement. Évidemment, on est dans un contexte qui est celui-là du fait de la guerre, mais que rien n'est laissé, surtout pas un secteur qui peut être un secteur catalyseur. Parce que lorsque vous avez un congélateur dans un village, vous avez un réchaud dans un village, ça peut vous servir à avoir un bar ou un maléwa ou une possibilité de survie. Et donc, il faut considérer que le fait, par exemple, pour ces 5e anniversaires, nous le mettons en avant, c'est pour voir dans quelle mesure nous avons déjà commencé à travailler à donner des réponses, mais c'est pour aussi vous donner une idée de l'impact finalement. Lorsqu'on vous dit les premières cibles, c'est 95 000 ménages, 95 000 ménages, si on part d'un ménage de 5 personnes, on est déjà à peu près 475 000 personnes, un demi-million. Et donc, ça veut dire qu'avec les différents projets qu'il y a dans les portefeuilles, avec évidemment l'appui du gouvernement et d'autres mécanismes qui sont mis en place pour réussir à financer cette agence, nous serons en mesure de donner plus d'électricité à nos populations et de ce fait, créer les effets induits liés justement à l'arrivée de l'électricité dans ces zones. J'ai suivi et j'ai lu beaucoup de choses à ces sujets. Alors, il faut bien qu'on se regarde dans les yeux et qu'on cesse d'être hypocrite. Lorsque la circulaire a été prise au niveau du ministère de l'Éducation, la circulaire n'avait pas pour vocation de faire croire que le gouvernement s'est mis dans une position d'encourager. Attention. Parce que une jeune fille enceinte à l'école, c'est les résultats de plusieurs failles. D'abord, il y a la faille de la maison, en termes d'encadrement. Sûrement qu'à un certain niveau, il y a peut-être la faille de l'école et qu'il ne faut pas oublier que nous avons une constitution qui consacre le droit à l'éducation et qu'on ne peut pas en aucun cas penser exclure une jeune fille parce qu'elle est tombée enceinte. Ce serait une double punition. Parce qu'il y a des enquêtes, notamment les enquêtes de population EDS, vous pouvez le lire, qui démontrent que plus les femmes sont instruites, moins elles tombent enceintes.
parce qu'elles apprennent comment se protéger. Et donc, lorsque vous dites que ces enfants ne doivent pas aller à l'école, vous les discriminez. Et en les discriminant, il y a non seulement que notre propre constitution dans ce qu'elle stipule est violée, mais n'oubliez pas que la République démocratique du Congo est signataire de plusieurs conventions internationales. Il existe une convention de droits de l'enfant qui proscrit toute forme d'exclusion de l'enfant à l'école. Il ne faut pas oublier alors, parce qu'une élève, nous partons du postulat qu'elle est mineure, peut-être qu'elle a été victime. Le bourreau, il est où? On en fait quoi? Le bourreau, là, qui est derrière ces grossesses. Alors, je veux bien comprendre les positions idéologiques de l'Église, mais ici, il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, à la différence de notre époque où nous n'avions que le ZRT, il faut admettre que nos enfants ont accès à une masse d'informations en même temps. Ce n'est pas seulement les réseaux sociaux, mais c'est aussi toutes les chaînes qu'il y a avec les différents télédistributeurs que nous avons. Alors, est-ce que nous devons continuer à être conservateurs, entre guillemets, hypocrites, et n'est pas aller donner une réponse à une problématique sociale qui est vécue? C'est que les enfants ont accès à des informations sexuelles tôt. Est-ce que les vrais palliatifs, ce n'est pas d'abord l'éducation avec une grosse attention sur le sujet, premièrement? Deuxièmement, mais on peut briser certains tabous. Pourquoi pas déjà, dans cette phase d'éducation, évidemment, en fonction de l'âge des uns et des autres, commencer à leur parler des contraceptions, qui ne concernent pas que la fille, qui concernent le jeune garçon. Et donc, c'est un problème sociétal, c'est un débat de société que nous devons y compris avoir avec l'Église, parce qu'il ne faut pas se tromper. L'Église, qui est notre partenaire dans la formation ou dans l'éducation, doit aussi, sur certains sujets, regarder comment évolue le temps. Non pas pour en faire l'apologie, mais pour être sûr que nous avons donné à nos enfants la possibilité de se prémunir ou de se protéger et d'éviter des cas justement où on a des filles grosses à l'école. Et donc ici, je pense qu'on ne va pas clore les débats parce que c'est un débat qui réveille les traditions, les coutumes, les perceptions des uns et des autres. Mais ici, il faut considérer qu'on ne peut pas exclure ou punir doublement une jeune fille parce qu'elle est grosse. Ce n'est pas de l'encouragement, mais ce sont ces droits qu'on fait respecter, ce sont des protocoles qu'on a ratifiés, qu'on fait respecter, quitte à nous, comme société, comme famille, comme école, de tirer les conséquences pour qu'il n'y ait pas des cas de ce genre. Et je pense que c'est faisable, et je pense que de ce point de vue, vous aussi, les médias, vous avez votre responsabilité. Le lien est direct. Il faut qu'on encourage l'électrification de nos zones rurales et périurbaines, ça va énormément baisser ce risque-là. Je viens à la question de M. Nassis, qui est une question intéressante, c'est payant ou c'est gratuit? C'est payant. Ce n'est pas nous, évidemment, qui faisons payer. Comme je le disais tout à l'heure, on positionne des sociétés privées. Mais une société, quand elle vient, certes, elle trouve que l'État congolais a déjà investi dans une centrale, elle va la récupérer pour la gestion. Ça dépendra du type de délégation des services qu'on a, c'est affermage ou régie et tout ça. Mais sa mission, c'est aussi d'étendre. Supposons qu'elle arrive et trouve qu'on a une centrale de 500 kW et que les besoins augmentent, il a la responsabilité d'étendre la centrale, donc il va aussi investir. Donc s'il investit, il est normal qu'il puisse avoir un retour sur investissement et que la population puisse payer. Et nous, avant d'aller sur des sites et commencer l'implémentation de projets, nous faisons un grand travail de sensibilisation pour que les gens comprennent que c'est payant. Maintenant, il faut comprendre que je crois que le PCL a dit tout à l'heure, la capacité financière de nos compatriotes dans ces zones est moindre. D'où le fonds Mwinda. Donc, ça m'amène à la deuxième question. Le fonds Mwinda intervient, du moins pour ceux qui concernent Lancer, il peut intervenir dans les CAPEX ou OPEX. Mais le but, c'est que si, par exemple, mon business plan montre que pour que mon système soit rentable et que je puisse très rapidement avoir un retour sur investissement, il faut que le kilowattheure puisse coûter 50 centimes et que la population ne peut payer que 20 centimes. Donc le fonds Mwinda vient payer les 30 centimes pour que
finalement, l'opérateur va rester dans la zone parce qu'il aura ses 50 centimes pour que ce soit rentable. La population payera ses 20 centimes parce que c'est sa capacité financière. Et nous, l'État, nous sommes contents parce que le taux d'électrification aura augmenté. Ça, c'est un élément important, un outil que nous amenons pour pouvoir pallier à ce problème. Mais sinon, c'est payant. Et je vous dis sincèrement, ça nous étonne parfois. Nous avons fait une expérience à Kamonia. Kamonia, c'est à une centaine de kilomètres de Chikapa. L'installation est faite. On leur dit, mais on va commencer à connecter que des ménages qui répondent à certains critères. Il faudrait qu'il y ait une installation électrique. Il ne faudrait pas qu'il y ait des pailles, par exemple, sur vos maisons, mais il faut qu'il y ait une installation. Mais je vous dis, dans la semaine, une centaine de ménages étaient en conformité pour recevoir de l'électricité. Alors on se pose la question, ils ont eu l'argent, on n'en sait rien. Il y a aussi une démarche qu'on a toujours faite lorsque on fait nos enquêtes, on leur pose la question de savoir, par mois, vous dépensez combien pour la braise? Vous dépensez combien pour la torche, la radio? Vous dépensez combien? Parce que c'est l'énergie. Et vous allez vous rendre compte que très facilement, ils peuvent dépasser le 15 et 20 dollars mensuellement. Et l'énergie qui arrive peut peut-être coûter à peine 10 dollars ou 15 dollars. Et c'est ça qui nous rassure en se disant, tiens, il y a peut-être une capacité à payer, mais il faut seulement travailler sur la volonté à payer. Et pour compléter un élément très important qui permet en fait à ce que les opérateurs puissent rester dans ces zones difficiles où les capacités financières des populations est ce qu'elle est. On a signé récemment, il y a peut-être 2 semaines, un protocole d'accord avec le FPI. Le FPI, sa mission, c'est pouvoir financer les industries, les petites industries. Et comme les zones rurales sont difficilement accessibles, le FPI va s'appuyer sur Anser pour que, au moment où nous on donne de l'électricité dans la zone, le FPI viendra accompagner dans le financement des industries qui auront déjà été identifiées en amont. Et vous allez voir que ça fait en fait un système qui garantit le développement socio-économique, qui augmente le PIB même dans la zone, qui augmente même la capacité financière de la population dans la zone. La question qui était posée sur l'impact du fonds Mwinda, le fonds Mwinda en fait a deux rôles. D'une part, c'est celui que je viens d'expliquer tout à l'heure, dans le but d'accélérer l'électrification. Mais deuxièmement, c'est pour pouvoir aider la population à avoir accès à l'électricité en travaillant sur leur capacité financière. Donc, l'impact doit être vu de manière globale. C'est ce que vous avez vu à Kaman. C'est exactement ça. Voilà. 52%, c'est-à-dire, nous sommes appelés à pouvoir développer plus ou moins 8000 mégawatts dans les 5 ans à venir. Et cela est possible. Je voudrais tout simplement dire que nous avons aujourd'hui les capacités de le faire. Nous avons une bonne expérience et des grandes capacités d'atteindre cet objectif. Nous allons vraiment travailler énormément sur la combinaison de tous les facteurs qui peuvent permettre que nous puissions atteindre l'objectif. Et lorsque je parle de 8000 mégawatts, nous atteignons à peu près 40 millions d'âmes, 40 millions de personnes, ça veut dire plus ou moins 5 millions de ménages. C'est un target, c'est un objectif qu'on peut atteindre à la lumière de ce qu'on a mis en place comme stratégie. Mais encore une fois, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. L'impact, en fait, que nous allons avoir, l'excellence l'a évoqué tout à l'heure, je vais peut-être m'arrêter là aussi, c'est un peu l'impact sur toutes les structures sociales. Ce matin, nous avons été reçus par le ministre de la Santé. Nous l'avons vu parce que nous avons, au Fonds Mwinda, un programme santé. On a un programme éducation, programme agriculture, programme santé. Le ministère de la Santé a une cartographie de tous les centres de santé de la République et nous, on a un programme santé. On est allé voir la possibilité de mutualiser les ressources pour que tous les centres de santé, particulièrement ceux plutôt qui ont déjà été construits dans le cadre du PDL 145 territoires, que nous puissions les connecter soit à partir de nos centrales existantes ou alors dans le cadre de notre programme. C'est pareil pour l'éducation, pareil pour l'agro-industrie. Je vais conclure en évoquant très rapidement l'opportunité de ces tractations effectivement qui se font entre les États-Unis et notre pays. C'est une énorme opportunité. Au début du mois prochain,
il y a un grand sommet dans le contexte de ces deals, essentiellement sur l'énergie. 300 000 entreprises américaines sont intéressées à venir investir en RDC, pas seulement dans les secteurs miniers, bon, comme pensent beaucoup de personnes, mais c'est dans tous les secteurs, particulièrement le secteur de l'énergie. Et ce que je voudrais dire, que toutes ces entreprises qui viennent, pour qu'elles soient opérationnelles de manière efficace, il faut l'électricité. Et aujourd'hui, nous avons déjà commencé à anticiper en combinant en fait déjà des réflexions pour voir comment est-ce que, lorsque ces programmes commencent à s'implémenter, que nous ne puissions pas avoir de gros soucis d'électricité. Merci. En termes de travail pour électrifier nos milieux ruraux et périurbains, je ne saurais terminer sans vous rappeler que le choléra circule et qu'il y a nécessité pour nous tous de nous assurer que nous respectons les mesures préventives, notamment les nettoyages de mains et d'éviter de faire de l'automédication lorsque l'on remarque qu'il y a quelques symptômes et aller aux centres qui ont été indiqués au briefing de la dernière fois avec le ministre de la Santé. Merci et bonsoir chez vous. Masolo ya mboka, masolo ya mboka.